Très bien. Bonjour et bienvenue à Angoulême, du coup, Bonjour à toutes et capitale tous. de bien des arts, mais notamment du jeu vidéo. Eh ben, pour le week-end, en tout cas, Tout à c'est fait. évident. On est là donc pour Spawn, la 2e édition. On est trop fiers. Tout à fait. On est là avec fierté Et joie. et joie et allégresse également, comme vous, j'en doute pas, pour cette 2e édition de Spawn. Et dans l'amphithéâtre, ici, vous allez pouvoir retrouver toutes les conférences, toutes les tables rondes, les interviews et un démontage de scènes sexistes qui vous sera présenté par Jennifer Lufo Absolument. tout au long de la journée. Un podcast aussi, et même, il me semble, ah non, le concert sera peut-être ailleurs, peut-être en bas. Il est quand même utile de préciser aussi que si jamais vous n'arrivez pas à vous dédoubler, vous pourrez retrouver les replays Tout à fait. de toutes les conférences et de toutes les tables rondes sur la chaîne YouTube du CNAM après par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si jamais aussi, à un moment donné, il y a des trucs incroyables qui sont dits et que vous voulez partager ça à vos proches. Tout à fait, sur Internet d'une manière générale. Vous êtes tout à fait amenés à le faire. On va commencer, parce qu'il est déjà 11 heures passées, par la première des tables rondes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Dolly ? Oui, vaste sujet, c'est pour ça qu'on ne va pas trop tarder. On a 1 heure pour vous parler du jeu vidéo au sein de la famille. C'est pour ça que je disais partager ça à vos proches, à votre oncle, Ça à votre peut aider tante, à à votre des petit débats. cousin, à votre père, à votre mère. Voilà, il va y avoir des choses intéressantes qui sont dites, évidemment, parce que j'ai des invités incroyables. Donc voilà, je vais te laisser y aller. Je vais fuir discrètement et je vais essayer de faire ça avec une attitude tout à fait gracieuse et élégante. Voilà, hop là. Et ben, bonne table ronde et à dans 1 heure du coup. Voilà, c'est bon. Alors, effectivement, le jeu vidéo au sein de la famille, c'est un sujet assez vaste sur lequel il y a beaucoup à dire. On va essayer de tirer d'abord un constat, savoir qu'est-ce qu'on en pense en 2024, et ensuite, sans spoiler le constat, on verra quelles sont les solutions. Je vais d'abord laisser mes invités se présenter pour voir un petit peu avec qui on va débattre de tout ça. Oui, bonjour. C'est bon, ça marche. Je suis Sophie Krupa, je suis directrice de publication d'un magazine qui s'appelle JV Culture Jeux Vidéo. Je fais aussi du podcast sur la plateforme zqsd.fr. Bonjour, je m'appelle Diraine. Moi, je fais du podcast avec Sophie et je suis productrice de jeux vidéo dans une entreprise française qui s'appelle Dontnod. Bonjour, je m'appelle Tayandi Tanguy, je suis conseiller numérique au sein du CSS MJC Rive de Charente, donc au sein d'Angoulême. Je fais des accompagnements numériques avec les enfants, les familles et les seniors. Parfait. Alors, je pense que Diraine, Sophie, vous pouvez aussi parler du podcast que vous avez eu toutes les deux ensemble, parce que ça peut nous donner un peu une piste sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il y a une thématique, effectivement. Il y a Moi, quelque je suis chose. très très fort, hein. On m'a dit parle fort du micro, mais peut-être que... ouais, me nerfer un peu. On a effectivement, Diraine et moi, animé pendant 4 ans un podcast qui s'appelle ABCD, où on parlait justement de parentalité geek. Et le but, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait accompagner nos auditeurs sur la transmission des cultures de l'imaginaire et des loisirs qui vont avec auprès des enfants, parce qu'on est mamans toutes les deux. Et qu'on se sentait extrêmement démunis. On a commencé ça quand nos enfants étaient assez jeunes. Et on se sentait un peu démunis sur justement les conseils de parentalité qui étaient donnés, qui étaient des choses qui correspondaient pas trop à notre manière de consommer et aux produits culturels qu'on avait envie de partager. Effectivement, c'est ce que j'allais recontextualiser, c'est que vous êtes toutes les deux mamans, donc effectivement, vous parlez aussi de l'autre côté, ces choses que Tanguy et moi ne pouvons pas faire. Mais malgré tout, c'est un sujet qui concerne de toute façon tout le monde. On verra qu'on ne parlera pas forcément uniquement de la relation parent-enfant, mais enfin quand même majoritairement, parce que c'est là que la question se pose et que le problème se pose, on peut quand même le dire. Est-ce que si je dis que le constat en 2024, vu qu'on a une génération de parents qui sont peut-être pas encore complètement natifs du jeu vidéo, mais quand même plus proches, bah, il est mieux. Il devrait être forcément beaucoup plus simple. Maintenant que les gens savent ce que c'est mieux le jeu vidéo, bah, ça devrait être un rapport très sain, en fait, avec leurs enfants. Alors, alors non. On voit encore qu'aujourd'hui, le discours majoritaire autour des écrans et des enfants, on va surtout être dans l'interdiction, la limitation,
la dangerosité, on va être dans l'interdiction que dans l'accompagnement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien aussi au fait que c'est une génération qui a été plus biberonnée à la télé et qu'on en voit peut-être les conséquences maintenant et que du coup on a des parents qui, plutôt que de prendre du temps de s'éduquer aux médias et donc d'éduquer leurs enfants, préfèrent tout cloisonner? Est-ce que ça serait une explication ou est-ce que pour vous il y a autre chose derrière qui fait qu'il y a un vrai blocage? Alors, personnellement, je pense que c'est un peu comme plusieurs sujets où ça va être en fait qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'en général, il va y avoir un inconnu, donc tout de suite, on va se dire qu'est-ce que c'est. On va tout de suite avoir des a priori négatifs autour de ça. Donc le jeu vidéo, bien sûr, on a des échos, on voit plein de choses. Évidemment, alors, pour revenir sur les télés, il y a énormément d'échos, beaucoup d'exemples négatifs autour du jeu vidéo qui a été amené par la télé. Effectivement, ouais. Et alors, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut aborder directement, puisque sur la question des écrans et sur la question du jeu vidéo, on a des avis un peu contradictoires de l'OMS, notamment, l'Organisation mondiale de la santé, pour faire un petit peu un texte un peu rébarbatif, et après, promis, on revient à quelque chose de plus fun. Il faut savoir que ce qu'on appelle le gaming disorder est rentré dans le DSM-5. Donc le DSM-5, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc ça, évidemment, c'est des choses qui font très peur. Donc il est rentré dans le DSM-5 en 2013 et l'OMS l'a reconnu comme dans la classification mondiale des maladies en 2018. Donc pour vous donner une description de ce que c'est que le gaming disorder, ça fait très peur, hein. Le trouble du jeu vidéo se caractérise par un comportement de jeu persistant ou récurrent, qui peut être en ligne ou hors ligne, qui pour une période d'au moins 12 mois se manifeste par une altération du contrôle du jeu, l'augmentation de la priorité accordée au jeu, ainsi que la poursuite ou l'escalade du jeu malgré l'apparition de conséquences négatives. Donc ça a été discuté effectivement autour de 2018-2019, et cette classification rentre en vigueur en 2022. Donc c'est très récent, on est vraiment en plein dedans. Pour illustrer quand même cette incohérence, il faut aussi préciser qu'en mars 2020, on sait toutes et tous ce qui s'est passé en mars 2020. On a été un peu bloqués chez nous. Et il se trouve que l'OMS a mis en place plusieurs hashtags, notamment le Play Your Part Together et le Healthy at Home. Et donc, en fait, l'OMS s'est rendu compte que peut-être que le jeu vidéo pouvait réduire le stress et maintenir la socialisation. Donc, l'OMS a encouragé à jouer aux jeux vidéo. Dans ce marasme, comment on fait, effectivement, en tant que parent, pour savoir un peu quoi faire? À la fois, j'ai peur que mon enfant tombe pieds et poings liés dans le gaming disorder horrible. Et d'un autre côté, l'OMS, en même temps, me dit aussi que ça peut réduire le stress, ça peut aider à la socialisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Une vaste question. Ouais. Déjà, on arrête de flipper de ça, enfin, de tomber dans le gaming disorder, parce que je me suis un petit peu reconnue, j'ai pas trop aimé. On commence par embrasser notre propre gaming disorder. Non, il y a effectivement ce que tu disais tout à l'heure, le côté le jeu vidéo c'est nouveau, oh là là. De la part du grand public, c'est encore quelque chose de relativement nouveau. Effectivement, la défiance de la part de la télévision, qui reste encore aujourd'hui le média quand même le plus mainstream et le plus familial et le plus ancré dans la culture générale, on va dire. Et effectivement, la télé, en tant que média, aura tout intérêt à se méfier des autres médias qui lui piquent des parts d'audience un petit peu. Donc, oulala, le jeu vidéo, faites attention. C'est vrai qu'en général, quand on joue à un jeu vidéo, on utilise l'écran qui devrait servir pour la télé. Donc on n'est pas en train de regarder la télé pendant qu'on joue. Oui, donc certains médias de télévision ne vont pas trop aimer ça. On remarque d'ailleurs qu'il y a assez peu d'émissions, voire pas du tout d'émissions de télé qui parlent de jeux vidéo. Il y en a eu, il y a eu des tentatives, même des chaînes de télé, et ça a beau être un loisir extrêmement répandu parmi le public aujourd'hui, le jeu vidéo n'a pas trop de place à la télé. Donc oui, je pense qu'il y a déjà une bagarre des écrans. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque part une sorte de, comment dire, je perds mes mots, d'histoire de classe sociale aussi là-dedans, dans le fait où, mine de rien, la télévision reste un média extrêmement populaire,
Et là où les classes plus aisées vont avoir tendance à le dénigrer, voilà, la télé, c'est que des trucs débiles, etc. Et l'écran, en tant qu'objet, est associé aussi, je pense, à ça en général. Les écrans, c'est débile, ça rend débile. Donc la télé, jeux vidéo, tout ça, ça va être mis dans le même panier, sans parler du contenu, en fait. Vraiment d'associer l'objet en tant que... on a l'impression maintenant que l'objet en lui-même est dangereux. L'écran en tant qu'objet est dangereux. Ça va nous brûler les yeux, je ne sais pas. On va se faire aspirer. Mais on voit vraiment dans le discours grand public une dangerosité de l'écran en tant qu'objet. Les enfants l'ont intégré d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire qu'on a souvent des retours d'enfants qui, au bout d'un moment, disent « Ah bah non, là j'ai eu 2 heures d'écran aujourd'hui, je ne peux pas faire plus ». Quand on leur demande pourquoi, on se rend bien compte qu'ils sont absolument incapables de leur expliquer parce que leurs parents ne leur ont pas expliqué non plus, en fait. Et du coup, ça illustre bien qu'on se rend compte que les parents ne savent même pas tellement pourquoi ils interdisent en fait, les écrans, pourquoi ils les limitent. Donc c'est vrai que... Moi, je sais que pendant une réunion scolaire, donc dans le cadre scolaire au collège où scolarisait mon fils, il y a maintenant de plus en plus des outils qui permettent d'avoir les devoirs le soir et de suivre la scolarité de l'enfant, pour ne pas dire surveiller, via des outils numériques, donc des applis sur les téléphones, sur l'ordinateur. Et moi, dans les réunions parents-prof, j'avais les parents qui étaient choqués de ça. Alors moi, j'étais plutôt gênée pour les familles qui n'étaient pas à l'aise avec l'outil numérique, puisque c'était quand même un problème. Mais non, d'autres personnes étaient gênées parce que, vous voyez, nous, notre enfant, il n'a pas le droit de regarder les écrans, donc il ne peut pas regarder les devoirs qu'il a à faire. Mais, alors, il peut physiquement pas, quoi. Voilà, il peut physiquement pas. C'est on peut interdit. pas aller voir les devoirs qu'il a à faire parce qu'on n'a pas le droit de regarder un écran. Alors, ok, on juge pas comment les gens vivent, mais vous n'allez pas exploser si vous allez sur Pronote 10 minutes par jour, en fait. C'était quand même une conversation assez compliquée. D'ailleurs, la prof en face, elle a juste répondu un truc genre... Elle savait pas quoi répondre. Elle était vraiment démunie, genre ah ouais, genre wow, vous avez d'autres problèmes. Enfin, vous avez des problèmes un peu pas trop compliqués. Donc, mais c'était vraiment non, l'écran ne va pas vous manger. Par contre, ce qu'il y a dans l'écran, oui, peut-être faire attention au contenu, effectivement. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, dans le cadre d'écran pour les devoirs, etc., on peut estimer que les parents sont avec les enfants. C'est-à-dire que les écrans sont dangereux, même si les parents sont là. Donc, en fait, il n'y a pas d'issue. Mais là, je ne sais pas. Je pense qu'il se disait que c'était peut-être comme une drogue. Si Jeanne Léontine ouvrait Pronote, et après, elle était aspirée dans YouTube. Je ne sais pas. Aspirée dans le YouTube. Pardon, je ne sais pas. Pendant qu'on préparait cette table ronde, les planètes se sont alignées. Et moi, mon fils est venu me voir en me disant « Maman, est-ce que c'est vrai que les écrans sont dangereux ?» Donc, j'étais très, très démunie parce que je passe ma vie sur des écrans. et en fait, on a pas mal discuté pour en arriver à la conclusion qu'un écran, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est comme un couteau. Ça peut être quelque chose de dangereux si on l'utilise mal, mais a priori, l'écran en lui-même n'est pas dangereux. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on regarde, est-ce que c'est adapté, et ça marche pour les jeux vidéo, mais en fait, ça devrait aussi marcher pour la télé, là où il y a très très peu de gens qui sont sensibilisés et initiés aux médias. On part du principe que la télé, c'est un outil qui est safe, et donc on peut laisser les enfants devant tout seuls, alors qu'il y a cette angoisse-là pour Internet et pour les jeux vidéo, alors que c'est le même support. Tu vois, c'est là où ça se rejoint avec la classe sociale, je trouve, où tu as toujours justement cet exemple qui est toujours donné entre les familles, donc chez qui les écrans sont interdits, qui sont souvent des familles aisées, et les prolos qui, justement, la télé, c'est la babysitter, les écrans rendent débiles, la télé... Tu as l'impression qu'il n'y a rien entre ces deux extrêmes. C'est soit vous êtes débile à passer votre journée devant la télé, on nous disait déjà ça du temps du Club Dorothée, voilà, on a grandi comme ça. Et on est là maintenant. Et regardez ce que ça, ce que ça donne. Et effectivement, les familles où les enfants n'ont que des jouets en bois et ont le droit de regarder Arte une fois par an. Et balle perdue pour Et Arte. où se situe au milieu la vraie vie des vrais gens, en fait. Donc non, votre enfant ne va pas nous dire idiot si des fois c'est quand même vachement pratique de le laisser regarder un dessin animé pendant que vous faites la vaisselle. Enfin voilà, c'est pas grave. Et encore une fois, ce qui va plutôt, je pense, être intéressant dans la discussion, c'est
quelles œuvres, quels objets culturels partager, regarder, montrer à des enfants. Et là, on commence à être sur des choses quand même qui sont plus intéressantes et plus constructives. Disons qu'il faut l'intervention, enfin à chaque fois l'intervention des parents, quoi. C'est-à-dire, Tanguy, c'est quelque chose que tu constates toi aussi, parce que finalement ton travail vise à éviter ce genre d'écueil quelque part. Alors oui, ça consiste à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je remarque en effet cet extrême entre les deux, il est présent tout le temps. On va avoir vraiment cet exemple de mon fils touche à un écran, il va être absorbé, ça va être comme mon fils lit telle chose, il va devenir satanique, blablabla. Il écoute telle musique, il s'éloigne du droit chemin, etc. Enfin bref. Mais on a beaucoup cet exemple. En fait, alors autant on a l'exemple des deux côtés. Autant on a des familles qui interdisent complètement. Et quand moi je propose des ateliers, alors il va y avoir des choses. Si je l'amène de la bonne manière, ils vont être d'accord. Mais par exemple, alors dans le cadre de mon métier, on fait aussi de la modélisation 3D. On fait un petit peu de modélisation. Ça se passe assez bien. Des fois les parents sont avec les enfants. Et par contre, dès que ça va concerner, j'ai l'impression dès que c'est un peu amusant, en fait, on va dire. Si c'est pas pendant 1 heure, on reste assis, on écoute ce que dit la personne. Dès qu'il s'amuse un petit peu, c'est un peu oula, attention. Le gros problème du jeu vidéo, c'est qu'il y a jeu dedans. C'est ça. Voilà. Et le jeu, ça sert à rien. Le jeu, c'est inutile. Le jeu, c'est du temps perdu. Et ça, c'est horrible. Et dans l'autre sens, on a un peu l'inverse, parce qu'aussi on a des parents où ils vont aussi quand même jouer avec leurs enfants, donc ça c'est super, mais il va pas y avoir forcément de contrôle. Donc après c'est pareil aussi, j'essaie d'exercer un petit contrôle pour savoir qu'est-ce que tu fais en général comme activité, sur quel jeu tu vas. Alors ça va être surtout plutôt pour Internet, pas tellement les jeux. Les jeux, par exemple dans notre cadre à la MJC, il y a des règles, il y a des jeux, on les limite aux âges. On leur met, alors bon, aussi c'est une question de limite technique, on leur met 1 heure à chaque fois parce que aussi il y a d'autres enfants qui attendent et si je le laisse 8 heures, les autres vont être derrière en mode bon, j'ai pas eu mon tour, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup, il y a un écart. Il y a quelques-uns qui ont bien compris, mais ça va être majoritairement des parents qui sont assez jeunes. Oui, c'est des parents qui sont déjà informés en fait, qui se sont déjà éduqués eux-mêmes de leur côté, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des parents que le jeu vidéo n'intéresse pas, parce que c'est vrai qu'on peut totalement comprendre que la maman du petit Jean-Patrice qui lui parle pendant 4 heures de Fortnite, elle se dit bon, ok, bien, mais alors la valeur éducative là-dedans, je sais pas qu'est-ce que j'en fais. Enfin, c'est vrai que c'est ce fossé-là. Qui éduque les parents en fait sur le jeu vidéo? C'est un peu la question. C'est vrai que c'est facile pour nous parce que le média nous intéresse, donc c'est vrai que c'est facile de savoir quels sont les jeux qui sont quand même plus intéressants que les autres, quels sont, par exemple, le système des PEGI, qui est quand même qui est une très bonne chose et qui a tout à fait raison d'exister. Quand on s'y connaît un peu, on sait que c'est plus fluide que ça en a l'air. Il faut bien connaître son enfant. C'est facile, en fait, quand on est déjà dans le milieu, mais moi, je m'imagine si, par malheur, mon fils était fan de sport, par exemple. J'espère que ça n'arrivera jamais. Et s'il fallait que je l'accompagne tous les week-ends faire des choses de sport que je ne connais pas, j'aurais assez de mal à avoir de l'entrain et à m'y intéresser. Donc je comprends. Et c'est vrai que c'est là où on rejoint à la fois l'éducation aux médias et des émissions de télé qui parleraient de jeux vidéo, ça serait pas mal, du fait de mettre ça à disposition du grand public. Et c'est vrai que ça manque quand même beaucoup. Les gens qui jouent aux jeux vidéo, qui sont intéressés par le média du jeu vidéo, ils vont beaucoup être sur Twitch, ils vont être beaucoup sur des choses qui justement ne sont pas des médias grand public, ne sont pas des médias que consomment les parents. Et là, on voit vraiment la différence de génération. Je pense qu'il y a deux pistes à explorer. Il y a premièrement, comment est-ce que je choisis ou comment est-ce que je valide le jeu auquel mon enfant va jouer. Et là, je pense que ce qui serait important, c'est d'avoir une information très basique sur le PEGI, c'est-à-dire que le PEGI, c'est les petites pastilles de couleur sur les jeux. Donc, on a 3, 7, 12, 16 et 18.
Mais les PEGI s'accompagnent toujours de petits pictogrammes que les gens ne regardent jamais. Et en fait, ces pictogrammes expliquent pourquoi est-ce que ce jeu est tel PEGI. C'est-à-dire que, par exemple, un jeu va automatiquement passer PEGI 12 s'il y a de la violence dans les jeux, mais non réaliste. Si la violence est réaliste, on passe automatiquement en PEGI 16. Et comme disait Sophie, quand on connaît son enfant, on sait aussi ce qu'il est capable d'encaisser, de supporter, sans avoir besoin d'aller voir un psy derrière. Et donc, du coup, on peut avoir des enfants qui ont 10 ans et qui vont jouer à des PEGI 12 parce qu'ils savent que c'est un jeu vidéo, ils ont une relation très distanciée avec la violence. Là où on peut avoir des enfants de 13 ou 14 ans qui n'ont pas cette distance face à la violence et ça va générer chez eux de l'angoisse, du stress, etc., etc. Donc, le PEGI, en fait, ça devrait être un point de départ et pas un curseur fixe et immuable, en fait. Et comme les films, comme les séries télé, on va tous avoir des films. Le fameux débat sur les films qu'on a vus trop jeunes et les gens qui flexent avec ça, alors que voilà. Ça n'a aucun sens, évidemment, ne faites pas ça. Mais oui, il n'y a pas besoin de frimer parce que vous n'aurez avez pas de vu médaille. Freddy à 4 ans et demi. Voilà. Mais on arrive à concevoir que oui, les indications d'âge sont assez fluide. Enfin, on comprend un peu pour les films, les jeux vidéo, c'est un peu pareil. Quand tu vois, je crois, les Sims, c'est classé PEGI, je sais plus, 12, parce qu'il y a marqué sexe et violence. Voilà. Oui, dans les Sims, il y a des morts et il y a des accouplements, mais c'est les Sims quand même. Léger. Oui, donc, et encore une fois, tant que les parents ne jouent pas et ne constatent pas ça, ils ne peuvent pas comprendre, le faire comprendre. Tu leur montres juste le PEGI, tu vois justement les pictos, il y a marqué sexe et violence, tu fais non. Et dans dans une certaine mesure, j'ai envie de dire que n'importe quel média devant lequel on laisse un enfant seul peut poser problème. C'est-à-dire que s'il n'y a absolument ni discussion avant ni discussion après, peu importe le PEGI, il y aura un problème. C'est là où on peut se poser la question, c'est qu'il y a une forme de démission presque de se dire que dans ces cas-là, on ne joue pas du tout aux jeux vidéo parce qu'on n'est pas en mesure d'accompagner les enfants, alors qu'on le fait. Après, c'est vrai qu'on disait que de tout temps, les parents se sont inquiétés pour leurs enfants en disant Jean Frénégonde, pourquoi tu restes dans ta chambre à lire Roméo et Juliette alors que c'est très violent et tout le monde meurt à la fin Jean Cunégonde, pourquoi tu fais du JDR, du jeu de rôle, de sataniste? Tu vas être sataniste. Voilà. Oui, non, ben oui. Après, ça, c'est le truc de chaque génération. Tu écoutes du rock'n'roll, je ne sais pas, le premier gosse qui a peint sur la grotte de Lascaux, je pense qu'il a dû s'en prendre une. Je ne sais pas. La main, non. Mais dans le jeu vidéo, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une couche supplémentaire par rapport à tout ça, du fait que ça prend beaucoup de temps et que c'est virtuel. Et ça fait un peu peur. Une espèce de gouffre sans fond, quoi. Je pense qu'à partir du moment où c'est interactif, contrairement à un film, etc., les enfants c'est des enfants. Ils sont extrêmes. Et donc, ils sont extrêmement investis. Et je sais pas comment ça se passe en médiathèque, mais moi, je vois beaucoup de gens, je leur dis, je fais des jeux vidéo. Donc, j'ai eu le fameux « Ah, mais tu fais des outils pour pervertir nos enfants ?» Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais les jeux vidéo, ça rend mon enfant fou. S'il joue plus d'1 heure, il est hyper excité, il est hyper agressif, etc. etc. » Et c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, avec lequel j'ai pas mal bossé avec mon fils, qui est en situation de handicap et qui avait des vraies difficultés à gérer ses émotions. Mais en fait, comme tout, le jeu vidéo est un outil. Donc, ça a été un outil d'exploration de la frustration, par exemple. Puisque le jeu vidéo, contrairement à nous, quand on fait des jeux de société, ne le laisse pas gagner. Et donc, il a été confronté à une vraie frustration de ne pas réussir à faire ce qu'il voulait. Et en effet, ça le faisait exploser. Et je me suis servi du jeu vidéo pour explorer cette frustration, donc lui demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui te fait te ressentir comme ça, dans ton corps, comment ça se manifeste. Et je suis assez contente, puisque au final, maintenant, quand il s'énerve, quand il commence à sentir qu'il est frustré, il n'y arrive pas et ça monte, je le vois, il pose sa console. Je fais, t'arrêtes ? Il fait, non, je vais faire une petite pause parce que là, ça m'énerve. Il va fumer une clope. Alors non,
Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant si on décide, parce que ça demande aussi une implication, ça demande du temps, ça demande d'avoir envie, mais si on accompagne les enfants, je pense que ça peut être un super outil éducatif. Non, le mien, il a vachement appris aussi la frustration et la persévérance. Des qualités qu'il a aujourd'hui, qui n'étaient pas gagnées dès le départ. Complètement, c'est vrai que c'est un super outil pour les accompagner, parce que l'avantage c'est qu'en effet, juste pour revenir sur les pays, on essaie de suivre les pays aussi. Alors ce qui est bien, c'est que je peux suivre un petit peu sur mon expérience personnelle, parce que depuis que je suis tout petit, je pense que j'ai tout le temps joué à des jeux vidéo, donc il y a des petites choses où on peut dire ah ouais, ça peut être pas mal, ça peut être un bon jeu. Alors par exemple, on va dire la majorité qui se profile automatiquement, qu'on n'a pas forcément recommandé mais qui vient, ça va être les deux tenants, ça va être Roblox et Fortnite par exemple. Alors Fortnite actuellement, en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus ils ont développé beaucoup d'outils. Il y a tout un aspect créatif au-delà de l'aspect Battle Royale où le but c'est de survivre, d'être le dernier survivant et de se tirer dessus. Ce n'est pas très sain, bon, effectivement. C'est vrai. Mais c'est drôle. Oui. C'est vrai que c'est très drôle. Pour le coup, et Fortnite, c'est très, très cartoon. Là, on parlait de violence non réaliste. On est dans cette catégorie. Ouais. C'est pas du Call of Duty ou des jeux réalistes. Et puis ça amène, c'est un appel énorme pour les enfants parce que vu que c'est devenu tellement énorme, il y a forcément des personnages qui vont dire ah c'est je sais pas Spider-Man, ça va être j'ai oublié le nom, mais il va y avoir beaucoup de personnages qui vont être là-dedans. Mais du coup, l'aspect créatif est très très cool. Surtout, là récemment, on a eu le cas avec sur une des mises à jour où ils ont fait une collaboration avec Lego. Donc du coup, c'est très cool parce que du coup, il va y avoir. Alors là, ça va être l'aspect survie. On va revenir un peu sur un jeu type un peu Minecraft. Minecraft aussi, qui est un outil ça marche bien, incroyable. Depuis que je suis petit. Donc depuis fin primaire, je jouais à Minecraft déjà, encore maintenant. Mais c'est un outil qui est formidable, que ce soit sur l'aspect construction, que ce soit sur l'aspect social. Même, Minecraft en soi, on peut poser ses affaires, etc. Et il va y avoir aussi une sorte de confiance, il va y avoir un partage aussi qui va se faire. Donc aussi, ça va inculquer des valeurs aux enfants qui sont formidables. À l'inverse, je vais avoir Juste Fortnite, c'est quasiment devenu un réseau social, en fait. Complètement. Moi, je sais que mon fils, il joue beaucoup et ça lui a permis de garder un lien social énorme avec beaucoup de ses amis. Et des fois, même sans lancer le jeu, juste, ils discutent et ça a vraiment des bénéfices pour les enfants qui ont des petits problèmes de sociabilité, comme le mien. C'est un outil qui est formidable. Et à l'inverse, Roblox l'inverse. Ah non, si. Alors, Roblox, ça fait partie aussi. Moi, ça me concerne moins parce que c'est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, récent. Ça va être plus axé plutôt pour des plus jeunes en général. Alors, pas tout le temps, dans tous les cas, mais on a quand même une majorité pour les enfants qui jouent, en tout cas, à la ludothèque. Ça va être les moins de 12 ans, en général, ça va être plutôt Roblox et Minecraft. Les plus doux, ça va être Minecraft et Fortnite. On va avoir d'autres jeux qui vont se retrouver. Mais oui, du coup, l'avantage avec l'expérience qu'on a... je prends mon expérience parce que mes collègues n'ont pas forcément cette expérience. Ils vont me dire moi, le dernier jeu auquel j'ai joué, c'était Doom en 93. Donc, ah oui, parce que il y en a eu des plus récents. Mais voilà. Celui de 93, pour je me dis, oui, ça fait un petit moment. Au sein d'une médiathèque, c'est moyen. C'est moyen. Mais on va amener des jeux qui sont super. Alors, on va voir ce qui est bien. On a le lien entre les deux parce que, comme dit, on est ludothèque, on fait le loisir numérique, on a aussi le loisir jeu de société. Donc, du coup, l'avantage aussi, c'est qu'on va avoir des jeux de société qui vont être retransposés en jeux vidéo. Donc, on va avoir de tête, on va avoir Root, on va avoir, je l'ai plus en tête. On va avoir Armello, qui est un petit. Alors lui, plutôt un jeu de plateau, mais on va avoir des jeux comme ça. Et ce qui est bien aussi, ça peut les faire découvrir. Il y en a certains qu'on a justement directement à la ludothèque. Donc du coup, c'est très con. On fait le parallèle. On n'a qu'une seule boîte de jeux, donc on peut pas avoir 15 enfants dessus, malheureusement. Mais après, ils peuvent se faire des parties entre eux. C'est quelque chose qu'ils peuvent retrouver chez eux. Et même, on va avoir d'autres jeux, type par exemple aussi Age of Empires aussi. Surtout le dernier, qui est, alors les anciens aussi c'était le cas, mais il y a un travail qui est monstrueux positivement, monstrueux sur pour apprendre l'histoire, sur la reconstitution de le contexte de telle bataille, etc. Et c'est hyper intéressant. Même moi la première fois que j'avais lancé, j'étais bluffé de à quel point c'était documenté, les images, comment c'était filmé, c'était vraiment un documentaire complet, quoi. Ouais, et puis alors c'est intéressant de voir aussi, justement, je reviens sur cette porosité entre le jeu de plateau et le jeu vidéo.
parce qu'il y a quand même quelque chose, on peut estimer que c'est pas un problème de parents qui ne veulent pas jouer avec leurs enfants, parce que le jeu de plateau est tout à fait intégré, il n'y a pas de souci. On est même sur des choses assez intergénérationnelles, parce que les grands-parents peuvent jouer aussi. C'est quelque chose qu'on retrouve, hélas, beaucoup moins sur le jeu vidéo, alors que ça pourrait en fait être, encore une fois, assimilé. C'est vrai qu'on peut se dire que voilà, la seule différence, c'est l'écran. Donc encore une fois, vraiment, le problème est là, quoi. La différence, c'est l'écran et l'interactivité. C'est-à-dire Oui. que pour jouer à un jeu vidéo, il faut quand même prendre une manette. Mm. Ça dépend des jeux, mais oui. Oui, ça dépend des jeux. Mais enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai mis une manette dans la main de mes parents, quand il y avait un virage, ils se penchaient. Moi, je le fais toujours. J'ai 75 ans. Et donc, il y a aussi cette barrière-là, je pense, qui est il faut apprendre à utiliser cet outil. Là où jouer à un jeu de société, en général, il suffit de lancer les dés et il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus réceptives au fait d'apprendre des règles, et il y a des jeux de plateau avec des règles extrêmement complexes, mais parce que c'est quelque chose d'intellectuel, et donc ils pensent qu'ils vont y arriver, alors que dès qu'on leur demande de faire preuve de motricité, tout de suite il y a un espèce de blocage, il y a un engagement physique qui inquiète, quoi. Dans le jeu vidéo, il y a le problème du skill, de la compétence, la connaissance, c'est un peu aussi technique qui s'acquiert et qui effectivement peut être un frein en général. Mais ce qu'il y a aussi, c'est la méconnaissance de toutes les sortes de jeux vidéo qui existent. Puisqu'effectivement, à chaque fois qu'on va entendre parler de jeux vidéo dans les médias grand public, ça va être des jeux vidéo dangereux, ça va être GTA, ça va être de la violence, ça va être tout ça. Je pense que le grand public n'a aucune idée de la quantité de jeux différents qui existent, de la variété, et justement des jeux narratifs, des jeux d'exploration, des jeux... Il y a autant aujourd'hui de genres de jeux vidéo qu'il peut y avoir de genres de films au cinéma, et personne va te dire « Ah non, c'est bon, moi j'aime pas le cinéma, j'ai vu Fast and Furious, ça c'est bon, j'aime pas le cinéma. » C'est trop violent. Il y a trop de voitures. Ouais, je vois ça. Ça va trop vite. Donc oui, alors bon, peut-être, mais des films, il y en a d'autres. Et je pense que le jeu vidéo souffre encore de ça. Il y a un problème de traitement médiatique. C'est ce à quoi ça me faisait penser, c'est qu'en général, oui, dès qu'il y a un gamin qui poignarde un autre, quelqu'un qui prend une arme, etc., à un moment, on va dire, oui, alors il jouait à GTA, il jouait à Call of Duty, etc. Là où, en fait, il n'y a jamais de traitement médiatique sur les aspects positifs du jeu vidéo. Moi, mon fils a pu développer sa motricité fine, sur laquelle il y avait vraiment des gros problèmes à utiliser un stick, etc. On a aussi des seniors pour qui le jeu vidéo reste un moyen de sociabilisation, un moyen d'activité physique, et ça, ces aspects positifs-là, sont en général jamais traités à un niveau national, mais toujours à un niveau local. C'est des informations qu'on va trouver sur France 3, région, etc. La gagnante du tournoi de Silver Geek, voilà, pour citer, de bowling sur Wii, etc. Mais et pareil, les professionnels de la petite enfance qui parlent des aspects positifs du jeu vidéo, ça peut être aussi utilisé pour traiter certaines formes de phobie, etc. C'est toujours une parole qui est extrêmement locale, là où Call of Duty va faire l'ouverture du 20h, quoi. Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore une fois des informations qu'on a quand on s'intéresse déjà au sujet. Sur la question de la représentation aussi, c'est vrai qu'on a évoqué en préparant cette table ronde le fait que dans les séries ou dans les films, la représentation des personnes qui jouent, elle est compliquée, parce que déjà, c'est quasiment toujours des garçons ou des hommes. On en reparlera après dans le démontage de scènes sexistes. Restez avec nous. Mais déjà, ça pose un problème à ce niveau-là. Et puis, si c'est un enfant, il est forcément en décrochage. Il a forcément un problème, et le fait de le montrer isolé dans sa chambre à ne faire que jouer aux jeux vidéo, ça nous indique une information. Donc on ne peut effectivement pas tellement reprocher à des parents de transposer ça à leur vie en se disant « Ok, mais en fait, mon fils, ma fille fait pareil, donc qu'est-ce que je suis censée comprendre en fait ? Est-ce que du coup l'information, elle est la même ?»
Et quand on est sur un adulte, c'est souvent signe d'immaturité. Et aussi de rupture quand même aussi avec la société, avec le contrat social. Par exemple, on a des exemples comme 40 ans toujours puceau, dont je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer le synopsis, puisque le titre vous dit tout. Donc voilà, donc effectivement, si vous voulez creuser le sujet, d'ailleurs, il y a le JV, le MAG, numéro 103, qui montre d'ailleurs à juste titre que, en plus de ça, le jeu vidéo est très mal représenté avec d'énormes incohérences, que ce soit temporelles ou ne serait-ce que matérielles, etc. Donc, parce que voilà, on n'est pas sur le signe d'un mépris, en fait, finalement, pour ce média-là. Oui, si, encore. Voilà. Quelque chose de puéril et à la fois puéril et à la fois dangereux. Oui, c'est compliqué. Oui, oui. À mi-chemin, je ne sais pas, entre la corde à sauter et la Kalachnikov. Pour why not both. Mais effectivement, oui, c'est compliqué de réussir à faire percer ces informations. On le voit... moi, je l'ai constaté quand, par exemple, on reparle d'Arte, mais qui parle de jeux vidéo. Là, les gens commencent à se dire « Ah !» Parce que Arte, c'est un télo dans l'image de plein de gens. Arte fait des jeux vidéo. Voilà. Arte en fait... Mais ça, c'est des bons jeux vidéo, ça va. Ouais. Parce que ça fait réfléchir. Il y en a genre 4, donc ça va. Mais du coup, effectivement, il y a cette question aussi. Alors, peut-être, ça aussi, c'est un problème qui a une solution, mais... Quand on parle de jeux vidéo au sein de la famille, on va quand même majoritairement parler de jeux consoles aussi, puisque finalement, j'ai l'impression que la diversité du jeu vidéo dont on parle, nous, et qu'on connaît, elle est aussi beaucoup sur PC au final, sur des jeux vidéo indépendants qui n'ont pas forcément les moyens de sortir directement sur des consoles plus grand public, ne serait-ce que par exemple sur la Switch, qui est quand même une console qui a un peu rejoint pas mal de foyers. Du coup, effectivement, c'est plus difficile de rassembler une famille autour d'un PC, contrairement effectivement à la console qui peut se mettre dans le salon et qui du coup sera sur la sacro-sainte télé et qui posera moins de problème. Donc effectivement, est-ce que vous pensez que ça peut potentiellement venir de ça ? Alors on a un peu la même chose justement, la ludothèque, et aussi on avait, alors c'était le cadre pour les parents, mais aussi pour certains animateurs qu'on a au sein de la MJC. Parce que, alors, en effet, on a 4 PC par exemple qui sont dédiés pour le jeu vidéo, mais en général, qui ont un matériel un peu mieux pour tenir certains jeux. Et aussi, en fait, en parallèle, on a une console, mais qui, elle, est diffusée sur un rétroprojecteur. Et en fait, tout de suite, aussi, on va avoir un peu une séparation, parce que c'est vrai qu'il va y avoir un peu les enfants qui vont être sur le rétroprojecteur. On a encore la Wii, malheureusement, on n'a pas encore la Switch. Mais la Wii est un très bon outil, parce que, comme dit aussi, oui, c'est très facile d'accès pour beaucoup de jeux. Même encore maintenant. Et c'est vrai que du coup, il y a ce contraste entre les enfants qui sont en train de jouer à Mario Kart sur la Wii, qui sont sur le canapé, ils rigolent et tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir un peu le cliché de... on a un des enfants, il est focus dans sa game, il est concentré dans son jeu. Concentré dans son jeu sur Fortnite. Il va mourir, il va faire... Oh, mais... Alors, je vais vous passer les mots fleuris, mais il va faire... J'ai pas fait top 1, blablabla. Je fais, c'est pas grave, et tout ça. Bon, après, on essaie un peu de désamorcer, mais... Il y a des mots fleuris sur Mario Kart aussi. Enfin, en tout cas, chez moi. Également, mais... sur une statistique faite par moi-même. Je l'ai inventée. Très professionnel, attention. On en a beaucoup qui vont être un peu concentrés là-dessus, mais après, c'est pas grand-chose. Après, justement... Il y en a certains qui vont avoir certains mots, pas tout le temps, évidemment. Ça va dépendre des enfants aussi, également. Je vais pas généraliser que tous les joueurs de Fortnite sont impolis, évidemment. Mais du coup, il y a quand même une différence entre le PC et la console. En fait, là, j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers un truc qui me plaît moyennement, qui est les jeux sur la console, c'est un truc qu'on peut jouer en famille, c'est un truc... qu'on peut partager, voilà, c'est convivial, on peut partager facilement avec son enfant, et le jeu PC moins. Mais en fait, parler de jeux vidéo avec son enfant, c'est pas forcément jouer avec. Alors c'est hyper cool, mais ça peut aussi être juste en parler ou juste s'asseoir à côté et regarder. La plupart des enfants sont absolument ravis de pouvoir expliquer à leurs parents ce à quoi ils jouent, parce qu'en fait il y a une espèce d'inversion du rapport où c'est l'enfant qui va enseigner aux parents
Et ça peut donner des discussions super intéressantes. Donc, je comprends qu'on n'ait pas forcément envie de se taper 1h30 de Fortnite parce qu'on a d'autres trucs à faire. Mais déjà, juste se dire, je vais rester 10 minutes avec toi, tu vas m'expliquer, ça peut permettre de voir déjà à quoi l'enfant joue, voir quel type de relation il a avec le jeu, et avoir un moment de cohésion familiale où je m'intéresse à ce que tu fais et je donne de la valeur à l'activité que tu es en train de faire. Ouais, mais alors ça impose du coup une dose de compréhension de la part des parents. Accepter que l'enfant explique. Oui, et accepter d'être passif. On peut faire semblant de dire qu'on a compris. C'est ça. T'es pas obligé de vraiment comprendre. C'est juste que pendant 10 minutes, tu vas vraiment l'écouter et pas être sur ton téléphone et pas être sur autre chose. Mais t'es pas obligé d'adhérer et t'es pas obligé de garder cette information. Elle peut rentrer par ton oreille droite et sortir par ton oreille gauche. Et c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on en revient en fait à devoir inviter les parents à juste écouter leurs enfants en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que ça réglerait quand même un maximum de problèmes. En général, la communication, dans la vie de tous les jours, oui. La communication et l'amour, est-ce que ce ne serait pas ça dont on aurait besoin? Mais effectivement, oui, ne serait-ce que... Là, tout à l'heure, on parlait un peu des Silver Geeks, mais d'essayer de contrer, quel que soit l'âge aussi, la question de l'accessibilité et de se dire que si ce n'est pas forcément évident et facile au départ, ça peut le devenir. Et on peut effectivement faire en sorte que le jeu vidéo, encore une fois, soit un outil, quoi. C'est-à-dire... mais j'ai l'impression que... Pardonnez-moi cette espèce du coup, de continuation de métaphore, mais on manque de boîte à outils. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un qui n'y connaît rien, à un parent, une famille qui n'y connaît rien du tout, où les parents vont chercher leurs infos, quoi. Ils écoutent notre podcast. Oui, mais il n'y a plus de nouveaux épisodes. Il faudrait peut-être en refaire. Mais moi, par exemple, en faisant des recherches pour cette table ronde, j'ai travaillé. Je suis tombée sur le site e-enfance.org, que je ne connaissais pas du tout, qui peut être critiquable sur pas mal de choses, parce que... Je dirais un avis sur... Non, mais en fait, c'est un outil qui est super parce que juste, il a le mérite d'exister et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais on reste dans un discours extrêmement normé et extrêmement normatif. On va trouver sur ce site-là, par exemple, la règle des heures d'écran avec les enfants. Donc, pas d'écran avant 3 ans, etc. etc. Enfin, on en revient à ça ne devrait être qu'une base de réflexion et pas une limite. C'est-à-dire que pour les enfants, il y a des jeux en dessous de 3 ans sur les tablettes qui sont incroyables et qui peuvent permettre de passer un super moment de rigolade avec son enfant de moins de 3 ans. Mais en fait, il ne faut pas laisser la tablette à un enfant de 3 ans et se barrer faire autre chose. C'est vraiment une... Je trouve ça un peu fou que dès qu'on rentre dans des systèmes... qui sont là pour accompagner des gens qui n'y connaissent rien et donner des bases. Pour le grand public, ça devient une règle immuable où si on dépasse, si on ne suit pas exactement... On ne peut pas l'adapter à soi, quoi. On est un mauvais parent, quoi. Ah oui. Bah oui, je pense qu'il y a aussi un peu cette... Ça va avec toutes les injonctions de la parentalité en général. Enfin, déjà, il y a beaucoup d'injonctions. Et alors ça s'en rajoute en plus. C'est vrai que quand c'est un milieu que tu ne connais pas du tout, c'est quand même plus simple de dire, bon, ok, voilà, c'est comme ça, c'est immuable. Oui. Ça se comprend, quoi. Mais ouais. Et enfin, ça a quand même le bon goût d'expliquer, par exemple, le pays aux parents. C'est-à-dire que c'est vrai que d'emblée, quand on découvre le site, on voit toutes ces limites-là aussi, la question de la dangerosité. C'est un peu dommage que ce soit ça qui soit mis en avant. Il y a des choses qui m'ont fait beaucoup rire parce que du coup, il y avait aussi des explications de chaque jeu, les plus connus, pour savoir si ton enfant te manipule ou pas en disant qu'il est obligé de finir sa partie, qu'il ne peut pas mettre en pause. Ça, c'est vachement bien. J'ai trouvé ça grandiose. Je me suis dit, chais. Donc voilà, donc les enfants peuvent plus se faire avoir maintenant avec ça. Savoir à quel moment, dans Fortnite, tu ne peux pas faire pause quand la partie est lancée, mais dans le lobby, non mais c'est bon. Voilà. Tu n'es pas obligé d'en relancer une. Mais en fait, je me dis, ça nous fait rire comme ça. Quoi. Mais voilà. Oh là là. un petit peu. C'est pas mal, mais en même temps, cela dit, du coup, ça force un peu les parents aussi à regarder quelque part. Mais j'ai trouvé que malgré tout, le site manquait d'encouragement à l'engagement dans la pratique. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur un parent spectateur, mais de loin, qui surtout ne s'implique pas et fait en sorte de monitorer ça, mais vraiment sans y toucher. Mais vraiment, encore une fois, attention l'écran, quoi. Du monitoring, c'est ça. Voilà.
sans voir parce que c'est pas considéré comme quelque chose de culturel, encore une fois, parce que c'est sur un écran. Oui. Il y a bien des gens qui trouvent que lire sur une liseuse, c'est moins bien que lire sur un livre, alors que le contenu est le même et que c'est juste... Ou que les audiobooks, c'est pas vraiment... oui, voilà. des livres Donc, non plus. tu vois, enfin, il y a Oui. encore du boulot, alors que c'est juste des outils différents qui s'adaptent à des moments différents. Tu vois, tu vas prendre l'avion, tu vas pas te trimballer ta Pléiade. Enfin, je sais pas. C'est comme... Pourquoi pas. Bah, après, faites ce que vous voulez. Mais voilà, encore une fois, ce sont des outils. Ce sont juste des outils. Mais ça manque effectivement, moi je pense, de ne serait-ce que un lexique un peu qui explique les différents types de jeux. Parce que ça, en fait, les gens ne savent pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens s'éduquent à ce qu'est un jeu vidéo uniquement, encore une fois, à travers ce qu'ils voient dans les plus grands médias, c'est-à-dire des jeux où... soit des jeux de plateforme, ça les gens commencent à comprendre un peu ce que c'est, sans forcément savoir les nommer, ou alors, oui, des jeux plus violents, quoi. Après, on parlait de Roblox tout à l'heure. Moi, j'ai découvert Roblox l'année dernière, sur lequel j'avais énormément d'a priori. En fait, là, c'est pareil. Ça reste un outil, c'est-à-dire que n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Quand on connaît un peu mieux le jeu vidéo, on voit aussi que de toute façon, c'est ça sur à peu près n'importe quel jeu. Il y a en fait plein de façons de jouer différentes. Mais encore une fois, comment est-ce qu'on... Il faudrait réussir à faire venir ce genre de réflexion-là plus proche. Peut-être commencer par se dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. C'est pas parce qu'on est c'est pas parce qu'on est parent et qu'on n'a jamais, qu'on n'a pas grandi avec les jeux vidéo qu'on est incapable de rentrer dans cette activité-là avec son enfant. Et il y a plein d'exemples de gens qui commencent le jeu vidéo à différents âges et qui découvrent une passion, quoi. Et on n'est pas sur une pratique, oui, comme par exemple, on peut avoir l'image avec un instrument de musique où il n'y a pas de limite non plus, mais en fait, on n'est pas obligé d'être performant pour apprécier le fait de jouer, puisqu'en fait, encore une fois, il y a... Je suis absolument nulle et je m'amuse. Ouais. Et il n'y a pas forcément uniquement des jeux qui reposent sur la performance. On parlait des jeux narratifs, où là, encore une fois, on parlait de la question de la motricité, mais sur des jeux narratifs, on peut juste être à côté de l'écran, on clique et juste on raconte une histoire. Donc, il y a encore cette façon de mobiliser l'imaginaire en fait, des enfants aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est juste un jeu et que tout est sous les yeux qu'ils peuvent pas non plus projeter, quoi. Et ce qui peut être hyper intéressant aussi, c'est d'utiliser le jeu vidéo comme un vecteur vers d'autres activités. Donc, par exemple, nous, à Dontnod, on a fait Life is Strange. Ça a créé un fort engagement avec des fans qui font des dessins, qui font des fanfictions pour continuer à raconter l'histoire ou raconter une autre partie de l'histoire qui n'a pas été explorée dans le jeu. Moi, mon fils, il est fan de Pikmin, donc une fois qu'il a battu un boss, le premier truc qu'il fait, c'est retourner dans sa chambre pour construire en Lego le boss qu'il a affronté. Et je pense que ça peut être aussi un outil d'ouverture à plein d'autres activités. C'est vrai que pour être intervenu en collège là-dessus, ils ont préparé des jeux vidéo, ils ont commencé à essayer de développer des jeux vidéo et ils travaillent, si ça peut donner de la crédibilité un peu, ils travaillent avec leur prof de français pour écrire le scénario, ils ont travaillé avec leur prof d'art plastique pour dessiner les personnages, ils ont travaillé avec leur prof d'histoire aussi sur justement certains faits historiques, etc. Ils travaillent aussi avec leur prof de maths, leur prof de sciences, enfin, du coup... en voyant ça, je me dis que peut-être que c'est ça qui manque aussi, c'est-à-dire une crédibilité, une espèce de fond en fait qui prouve aux parents que c'est abrutissant uniquement si on les laisse et qu'on n'explique rien derrière aussi, quoi. Oui, les cours de techno au collège maintenant c'est du scratch. On apprend à faire des jeux vidéo. Exactement, ouais. À mon époque, on faisait des trucs qui clignotent. Des mallettes en plastique. J'ai adoré nos mallettes en plastique. Et donc étonnamment, ça les intéresse vachement plus, effectivement. Mais oui, un jeu vidéo, ça peut apprendre à lire une carte, se placer dans l'espace, se déplacer. Ça apprend les bases de l'algorithmie. Je ne peux pas obtenir un objet avant d'avoir ouvert un coffre, avant d'avoir ouvert un coffre. Donc, étape 1, ouvrir le coffre. Étape 2, prendre l'objet. C'est quand même des choses... Enfin, le jeu vidéo ne s'extrait pas de la réalité, en fait. Il apprend forcément des choses aux enfants. Et ancré dedans, ouais, même... Parce que par exemple, même aussi sur le point de vue aussi des valeurs aussi, parce que par exemple, où il va y avoir des jeux où on va avoir des choix, où il va y avoir, c'est sûr, si on fait un choix qu'on est quelqu'un d'horrible, forcément on va avoir une fin horrible. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut être bien, d'amener
vers des choses comme ça positives. Je voulais aussi revenir sur l'histoire des supports aussi, parce que pareil, aussi par expérience à la MJC, on a eu un moment qui était incroyable avec les seniors que j'ai d'habitude en cours d'informatique. Alors non, c'est en cours pour apprendre les bases, mais on a eu un moment plutôt vers l'été où je leur ai proposé, parce qu'on a de la chance d'avoir un casque VR à la MJC, et je leur ai proposé, alors il y en avait quelques-uns au début, ils disaient oh là et tout, ils voyaient les manettes, ils disaient oh, c'est peut-être un peu compliqué, je fais non vous inquiétez pas et tout, c'est pas compliqué, évidemment j'ai essayé de leur choisir quand même aussi un jeu où il n'y avait pas besoin d'énormément de touches aussi, parce que aussi de base s'ils n'ont jamais touché à une manette par exemple, faut y aller aussi, progressivement, quoi. Et en plus on a le casque, on ne voit pas les boutons sur lesquels on appuie. Donc forcément, c'est pas évident, mais on a eu des moments mémorables, mais même encore maintenant, c'est quelque chose qui est très cool et qui a été redemandé. C'est mes seniors qui étaient en train de jouer à Beat Saber, par exemple. Et ça, c'était un moment qui était incroyable. Alors ils m'ont dit, alors j'avais une des dames qui me disait, oh, mais je suis trop nul, j'ai loupé plein de choses, j'arrivais pas. Mais je fais, mais après c'est pas grave. Est-ce que vous vous êtes amusé à ce moment-là? Elle fait, ah bah oui, je me suis amusé, j'ai bougé et tout ça. Et je fais, mais c'est le plus important en fait. Le but c'est pas de gagner, c'est de s'amuser. Et on a le cadre avec ça. Et pareil avec les enfants aussi. Alors autant on a aussi les jeux, mais aussi ça peut être un outil qui est formidable. Alors au niveau socialisation, c'est incroyable le casque VR. Parce qu'on va voir, alors évidemment aussi, nous on reste quand même un peu derrière, parce que évidemment il y a cet aspect social, mais il faut ne pas tomber, il faut quand même voir sur quel jeu ils vont quand même également. Il faut bien regarder s'ils rejoignent un salon, il faut bien que ce soit un salon où il n'y a que des enfants aussi en général. On va avoir aussi d'autres jeux, on a alors aussi le jeu qui existe sur plateforme plus régulière, sur PC et sur console, on a Among Us, qui existe en VR aussi, et on a eu des moments qui étaient très drôles, mais c'est quelque chose qui est très très bien. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on vient un petit peu comme creuser en fait, cette petite approche qu'on peut avoir avec le jeu vidéo. Donc là, je parle pour les seniors par exemple, où ils vont se dire, ah quand même, c'est vrai qu'en fait, c'est pas que... eux, ils imaginaient que j'allais leur mettre un jeu où ils vont être projetés dans un conflit fictif où ils vont se tirer dessus. Je dis non, c'est pas le but. Mais là, le but, c'était qu'ils s'amusent. Un petit Resident Evil en VR. Alors, ça pourrait être très drôle. Allez. Il n'y a pas d'âge pour être trauma, c'est impressionnant. Sur la crise cardiaque, quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est un super outil. Et puis même, alors, il y a un des enfants qu'on a, et aussi, je parle aussi personnellement, c'est vrai que pour revenir sur un peu plus loin, sur les phobies aussi. Par exemple, le casque VR aussi, c'est un super outil. Alors personnellement, j'ai la phobie du vide. Dans le casque VR, je le sens très fort en général, parce que je l'ai tout de suite, mon cerveau fait le lien que ah là il y a du vide, si tu tombes tu vas mourir. Danger, Mais à force, avec le temps, parce que j'ai pu expérimenter moi-même, en fait, à force, c'est vrai que j'ai un peu moins d'appréhension. Ça n'a pas été effacé non plus, mais moins d'appréhension sur la phobie du vide. Et pareil pour les enfants, il y a un des enfants alors qui a un peu cette phobie, mais qui a un peu cette curiosité où il s'est dit ah mais je peux peut-être être plus fort que ça. Où on avait alors là c'était des documentaires où ça se passait sous l'eau. Et il est thalassophobe, donc forcément. Alors lui, Nautica là, hop. Voilà. Alors peut-être pas à ce moment-là, je pense, mais c'est vrai que à force, en fait, au bout d'un moment, il se dit ah mais c'est vrai que je me sens quand même un peu mieux, je me sens moins angoissé. Après, évidemment, il y a différents degrés de phobie, hein, mais lui, il a eu un peu, lui, c'est un peu sa thérapie pour essayer d'un petit peu lutter contre cette thalassophobie. Hein. Ça peut être un support, quoi. Effectivement, je vois l'heure et je me dis, on aurait encore des milliards de choses à dire. Peut-être qu'on va prendre le temps, s'il y a des questions dans le public directement, si jamais vous avez des interrogations. Camille est à votre disposition avec un micro à tout moment. Exactement, je suis à votre disposition. Je voulais juste rajouter que vous avez pas mal cité Roblox et que bizarrement les parents ont, comme vous l'avez dit, souvent une peur fantasmée sur le jeu vidéo qui est assez flou. Mais en revanche, la semaine dernière, il y a un des dirigeants de Roblox qui a fait la déclaration suivante. Oui, ça ne me dérange pas trop que les enfants dépensent de l'argent dans mon jeu. Voilà. Ça, c'est réel. Mais je pense que la plupart des gens qui ont peur des parents qui ont peur de Roblox, je suis pas sûre qu'ils soient au courant. Il y a ça, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est tous ces jeux-là, le système économique, notamment Fortnite. La question de l'argent. La question de l'argent. Le capitalisme, en fait. Et ça, c'est aussi un bon moyen d'avoir ce genre de discussion avec les enfants. Parce que c'est gratuit Fortnite, sauf qu'après, le modèle économique, c'est qu'on peut acheter des skins, des apparences
Ça, c'est payant. C'est là-dessus que le jeu gagne de l'argent. Et moi, je sais que ça a été une discussion, le début d'une grande discussion sur la valeur de l'argent que j'ai eu avec mon fils très très tôt. Et par contre, je suis passée relativement vite de « tu y joues, mais jamais, jamais de la vie je t'achète quoi que ce soit sur Fortnite » à « bon, en vrai… » On va définir un budget. Voilà, en vrai, 5 € pour une récompense sur une bonne note, enfin voilà, un skin. En vrai, la carotte, ça marche. Hein. Oui, mais encore une fois, Non, c'est pas différent que de payer que de l'argent un de poche. bonbon ou un truc comme ça. Enfin, je veux dire, tant que c'est, encore une fois, cadré. C'est-à-dire que je pense que si on peut quand même retirer quelque chose de cette table ronde, c'est que, en vrai, le danger, il est partout. C'est pas le jeu vidéo qui personnalise, vraiment juste le danger. Au final, il est partout. On élève son enfant pour faire face à ça sur tous les sujets. Pourquoi est-ce que le jeu vidéo reste à part ? Alors que, en fait, on se rend compte aussi en discutant que il est aussi une porte ouverte à plein de choses, que ce soit de la gestion des émotions, que ce soit aussi d'offrir l'occasion à des parents de discuter de certaines choses. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder de but en blanc avec ses enfants. Il faut des occasions, quoi. Encore une fois, il faut un support. Et le jeu vidéo, il peut offrir ça. Donc, c'est un peu frustrant de se dire qu'il y a encore des parents qui arrivent à s'extraire de ça et en fait, qui se mettent de côté et qui refusent ça intégralement sans y voir aucune nuance, quoi. Alors que, en vrai, c'est comme les séries télé, c'est comme les dessins animés. Parce qu'encore une fois, pareil, dessins animés, il y a des films d'animation qui ne sont pas du tout pour les enfants. Et je pense qu'il y a des parents qui ne font pas attention à ça non plus, mais ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, parlez à vos enfants, parlez à vos grands-parents aussi. C'est quand même incroyable. Je pense que c'est agréable aussi de voir, avec l'exemple que tu nous donnais, Tanguy, mais le fait qu'on défonce un peu les idées reçues et les anticipations et les peurs, et de se dire que oui, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça juste parce qu'ils ont une toute petite vision du truc, alors qu'en fait, il y a un monde derrière qui les attend. Mais c'est là aussi où on met tout, évidemment, l'éducation, c'est les parents qui sont au centre de l'éducation, mais c'est là aussi où on voit que ça peut être dans des lieux culturels, ça peut être… il y a le fameux « il faut tout un village pour élever un enfant », mais oui, c'est là où on peut agir, c'est… la médiathèque, l'école, des groupes d'amis, la télé, je ne sais pas moi, c'est tous là aussi, tous ces endroits-là où aussi on peut agir et parler du jeu vidéo de façon plus positive pour que le climat général soit plus bienveillant. Et plutôt que de se moquer de ses copains-copines qui jouent aux jeux vidéo, on peut leur demander, par exemple, moi je suis parent, je joue pas, toi tu joues, est-ce que tu peux m'expliquer pour que je puisse expliquer mieux à mon enfant aussi ? Généralement, c'est quand à l'école, les autres parents finissent par apprendre quel métier on fait. Alors, généralement, après, j'ai la queue. Alors, au moment de Noël, moi, généralement, j'avais une réponse. Une Switch, Nintendo. Allez. Ouais, bah oui. Prenez un jeu, voilà. Il y a Mario, c'est bon, bien. Voilà. Foncez. Ça... Non, mais voilà, mais c'est vrai que ça aide, encore une fois, cette question de boîte à outils et de donner des informations que les parents puissent après utiliser et pas partir de rien dans le grand bain, quoi. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez dire pour conclure tout ça, qu'on n'aurait pas évoqué Toujours pas de questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions, ou alors vous vous manifestez pas assez fort. Oh, il y a une question. Ah. Bonjour, je suis orthophoniste et je travaille dans un CMP hôpital d'enfants pour des enfants de TSA, TDAH ou déficients intellectuels. Je me bats pour que le jeu vidéo soit reconnu comme un média stimulant au niveau neurologique et neuropsychologique. Donc je rappelle quand même que ça encourage l'activation au niveau des prises de décision, l'inhibition pour observer les patterns qui se reproduisent. Ça gère aussi effectivement en discutant un outil de vocabulaire, au niveau syntaxe aussi, donc la communication, les habiletés sociales, et on peut travailler différents aspects, mémoire de travail, représentation dans l'espace, etc. Voilà. Voilà, il y a effectivement des informations comme ça qui sont trouvables. Merci. Dommage. Ouais, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ces compléments d'infos. Est-ce qu'on trouve ces informations-là sur le e-enfance.org ? Il faudrait vérifier. On va les contacter, après on va leur demander de mettre cette
cette table Pour ronde. justement être maman d'un enfant qui est dyspraxique et TDAH, j'ai vraiment pu constater toutes les compétences sociales qu'il a pu apprendre et la gestion des émotions et tout ça, notamment grâce aux jeux vidéo. Alors, bonjour. Alors, moi, j'ai pas vraiment une question, mais déjà, je voulais vous remercier pour votre prise de parole. Et je voulais juste apporter un petit point, parce que du coup, moi aussi, j'étais une enfant joueuse. Et je voulais aborder aussi le fait d'être un enfant en situation de handicap. Donc, moi, c'était un handicap moteur. Et du coup, Diraine, je confirme que ça aide, le jeu vidéo, sincèrement. Moi, du coup, pour la motricité, effectivement. Et aussi pour tout l'aspect social. Et ça, je vous en parlerai plus tout à l'heure. Mais voilà, Juste, genre là, juste dans 5 minutes, même Voilà. pas. Transition incroyable. Voilà, Vous non, allez mais je voulais, en fait, oui, il y a vraiment un lien en fait entre l'aspect famille aussi, parce que pour mes parents, forcément, ça a été difficile du coup, voir son enfant en situation de handicap, etc. Donc l'accompagner aussi là-dessus. Et pareil, mes parents, qui sont encore d'une génération un peu plus ancienne, et du coup, oui, il y a eu certes les limitations dans le temps de jeu, etc. Mais ils ont quand même vite compris, même si eux n'ont jamais joué à un jeu vidéo, de comprendre les bienfaits aussi que ça nous apporte, l'intérêt qu'on avait. Donc voilà, ils ne voulaient pas nous encourager trop non plus, dans le sens, il ne faut pas que ça devienne, entre guillemets, une drogue. Hein. mais par contre, je vois à quel point mes parents m'ont quand même encouragé, et encore à l'heure qu'il est, d'avoir le soutien des parents. Donc voilà, et je sais que, pareil, dans des rencontres aussi, on a beaucoup de parents qui s'inquiètent effectivement plus sur l'aspect un peu excessif de la Dépendance, pratique. quoi. Addiction. Mais moi, ce que je leur dis, du coup, vu que je l'ai vécu aussi, j'insiste vraiment sur le fait, effectivement, du social, du développement personnel qu'il y a autour du jeu vidéo. Et je pense que c'est ça le plus important que je retiens dans tout ce qui concerne la parentalité. Quand on a des enfants souvent en bas âge, qui ont aussi... j'ai rencontré une maman il n'y a pas longtemps qui a un enfant qui a un spectre de l'autisme. Et qui du coup s'inquiétait par rapport à ça. Et moi du coup, elle est vraiment venue direct vers moi. Et j'étais contente de pouvoir la rassurer peut-être sur certains points et aussi puis l'encourager en fait dans le fait que c'est elle en fait qui a pris l'initiative d'emmener son enfant à un festival de jeux vidéo. Et je trouve ça très bien en fait que les parents maintenant sont vraiment en mode même si je ne comprends pas, je vois que mon enfant est intéressé. Et du coup, elle cherche à savoir en fait ce qui l'intéresse dans le jeu, etc. Et je pense que c'est ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle doit passer peut-être 10 minutes effectivement avec son enfant, voir à quoi il joue et qu'est-ce que ça évoque chez l'enfant, etc. Donc j'ai trouvé cet exemple très touchant. Et je me dis que moi, du coup, ça, par rapport à mes propres parents, je vois qu'il y a quand même une évolution. Et du coup, je pense que vos interventions, comme aujourd'hui, sont nécessaires aussi pour les parents d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Merci beaucoup. Reste avec nous. Je pense qu'il faut vraiment encourager, entre autres, les encadrants. Je crois que tu n'as pas de micro. Non, là, c'est mieux. Je dis il faut vraiment encourager les encadrants dans le cadre scolaire à avoir une vision positive du jeu vidéo. Et à la transmettre. Hein. Ouais, et puis, alors, il y a plein d'enfants tous les enfants qui sont neurodivergents et qui ont des difficultés de sociabilisation. C'est un outil incroyable. Les mettre sur des jeux un peu mainstream comme Minecraft, comme Fortnite, etc., ça leur permet de nouer du lien avec les autres enfants. Les différences se disparaissent parce qu'on fait la même activité. Et moi, j'ai vu des enseignants dire oui, alors c'est super, maintenant ils parlent à des enfants, mais ils parlent de jeux vidéo. Oui, mais c'est super. Oui, au moins, ils parlent. Il parle de ce qu'il aime, en fait. Oui, donc, mais il y a encore ce truc de oui, mais ce serait mieux s'il parlait d'autre chose. Pourquoi Bon, c'est comme non, il lit pas, il lit que des mangas, donc il lit. Ah oui, la fin. Tu vois, ça y est, je suis énervée. Allez, donc on va en fait rester pendant les 4 prochaines heures. Voilà, non, hélas, effectivement, hélas, pas du tout hélas, parce qu'en fait, on a un programme incroyable à continuer après, mais... Ah, il y a encore une question ? Ah non, mais pas de souci. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est pour rebondir sur ce truc-là, vu que je suis enseignant et chargé de mission au rectorat de Clermont-Ferrand sur les questions de jeux vidéo et de ludicisation. Juste de dire que déjà en 2018, depuis 2018, il y avait un portail national sur apprendre avec le jeu numérique
qui a un peu périclité avec le Covid, parce qu'on a eu 2-3 autres soucis à gérer entre-temps, donc ça a un peu périclité. Mais il y a plusieurs missions et plusieurs initiatives, notamment une coportée par l'Engmin, sur l'apprentissage par le jeu et par la création de jeux numériques. Donc le ministère de l'Éducation nationale est impliqué et souhaite s'impliquer de plus en plus dans ce sujet-là et dans ces pratiques-là pour accompagner à la fois les enfants et leurs parents. Oui, j'ai l'impression que c'est surtout les parents, en fait, effectivement, qu'il faut accompagner. Il y a du mieux, quoi. On peut, tant mieux. On peut finir, effectivement, sur un point positif. Soyons positifs, optimistes. Voilà, exactement. Nous, on aime ça quand même, on préfère. Merci à vous, en tout cas. Et merci. Et puis voilà, on enchaîne. Let's go. On va passer à l'interview d'Amélita. Merci beaucoup à vous trois d'être intervenus pour nous parler parentalité et jeux vidéo. J'en profite parce qu'on n'en a pas parlé pendant l'intro, de remercier également Trilogue qui signe, qui traduit, traduit. Merci d'avoir retrouvé ce mot, qui traduit toutes nos interventions toute la journée en signe. Merci beaucoup. On va passer à l'interview d'Amélita, qui a déjà commencé à teaser avec un talent incroyable pour la communication. Absolument. Elle vous a directement donné envie de l'écouter. C'est clair. C'est pas incroyable. On vous mâche le travail.